Oui, alors le domaine de la loi que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le domaine du contrat. Alors le contrat, qu'est-ce que c'est? Le contrat, c'est un accord qui est passé entre deux ou plusieurs personnes, personnes physiques ou personnes morales, accord par lequel ces personnes s'engagent mutuellement à faire un certain nombre de choses. Le contrat, c'est un engagement, c'est une convention qui crée des obligations entre deux ou plusieurs personnes, et il existe plusieurs types de contrats, bon, notamment contrat du travail, contrat de travail, contrat de location, contrat de vente, etc. Je cite les plus utilisés, les plus connus. Alors, parmi les contrats, on distingue les contrats d'ordre privé et les contrats administratifs. Le contrat privé, c'est un contrat qui est conclu entre une ou deux, au moins en tout cas deux personnes privées. Le contrat administratif, c'est un contrat conclu par l'administration avec des personnes privées, physiques ou morales. L'exemple le plus clair des contrats administratifs, c'est le marché public. Alors, le droit des contrats, parce que l'ensemble des contrats, ça génère en fait un droit spécifique. Et ce droit des contrats, c'est une branche du droit privé qu'on appelle le droit des obligations. Le droit des obligations. Et donc les règles concernant toute l'architecture du contrat, c'est-à-dire la formation du contrat, son contenu, son exécution, son annulation, et tout ça, c'est dans le Code civil. C'est dans le Code civil, et très exactement, entre les articles 1101 et 1231. Et très précisément, dans le sous-titre premier, qui s'appelle le contrat. Voilà. Alors, il y a des dispositions préliminaires, c'est-à-dire qui, alors je parle là de ce que dit la loi, ce que dit en substance le Code civil sur le contrat. Alors, bon, on ne va pas étudier tout ce qui est dit dans le Code civil sur le contrat, parce qu'il y a des centaines d'articles. Bon, il y a 15 pages avec des articles, des sous-articles, etc. Je vais me contenter d'extraire les parties les plus importantes et les plus significatives. Alors, tout d'abord, les dispositions liminaires, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un contrat? L'article 1101 dit, ça commence comme ça, le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Donc, d'entrée de jeu, le Code civil donc pose bien le contrat comme étant une gestion réglementaire, législative des obligations. L'article suivant, l'article 1102, dit ceci. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son co-contractant et de déterminer le contenu, donc libre de déterminer le contenu et la forme du contrat, virgule, dans les limites fixées par la loi. Voilà, on a toujours la même architecture de division de la loi, c'est-à-dire vous pouvez, grosso modo, vous pouvez tout faire dans les limites de la loi. Et il ajoute, pour essayer de pour nous éclairer un petit peu plus, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Alors, on affirme la liberté, c'est le deuxième article du chapitre sur les contrats dans le Code civil, la liberté contractuelle, donc, bon, on nous dit qu'il y a une liberté contractuelle. A priori, le contrat, c'est quelque chose de libre, mais qui ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public. Bon, donc, on voit déjà là, disons, le champ interprétatif qu'il peut y avoir, c'est-à-dire que on peut tout faire, on peut tout écrire dans un contrat, sauf écrire des obligations qui dérogent aux règles qui intéressent l'ordre public. Bon, on ne nous en dit pas plus. Voilà. Et cette disposition très importante du code, disons,
droits et des obligations est rappelé un peu plus loin, une centaine d'articles plus loin, parce que c'est l'article 1162 qui dit « Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce but ait été connu ou pas par toutes les parties. » Voilà. Bon. Donc il le répète 2 fois. Hein. Alors, ensuite, le 1103 nous dit « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Alors, il faut répéter la phrase. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Voilà. C'est-à-dire que les contrats légalement formés, si on lit l'article précédent, c'est des contrats qui dérogent pas aux règles d'ordre public. En fait, on va voir que si on lit en détail, ce que on ne va pas faire aujourd'hui, bien entendu, tout le Code civil sur les contrats, tous les articles, disons, codifiant les contrats, on s'aperçoit qu'il y a plein d'obligations et d'interdictions. Hein, voilà. Bon, les choses qu'on peut faire, enfin, les choses qu'on peut faire, elles ne sont pas dites, mais les choses qu'on ne peut pas faire et les choses qu'on est obligé, les choses qu'on ne peut pas mettre dans un contrat, et les choses qu'on est obligé de mettre dans un contrat. Donc, les contrats légalement formés, c'est ceux qui respectent tout ce qui est écrit dans le Code civil et sur les contrats. Ça tient lieu de loi. Donc un contrat qui respecte la loi tient lieu de loi à ceux qui les ont faits. Voilà. Bon, je vous laisse méditer sur cette formulation. Article suivant, article 1104. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Donc, c'est là, disons, la stipulation extrêmement importante qu'on va retrouver dans toute les conflits sur les contrats, les contentieux, la notion de bonne foi. Alors, notion de bonne foi, bon, disons, ça c'est un appel du pied au juge. C'est-à-dire que c'est le juge qui dira si c'est de bonne foi ou pas de bonne foi. Voilà, donc, déjà, alors, ça introduit ce que je vais dire plus loin sur disons, la nature vraiment source de loi du contrat. Hein. Alors, article 1105, article suivant. Les contrats sont soumis à des règles générales qui sont l'objet du présent sous-titre, qui sont l'objet de tout ce qui va suivre. Et puis, il y a des règles particulières à certains contrats qui sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Je vous laisse aussi méditer sur cette phrase. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Et ensuite, il y a des règles générales qui s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Donc, on a des règles générales qui sont, a priori, si on comprend bien ce que ça veut dire, c'est tout ce qui est écrit dans le Code civil sur les contrats, les fameux 200-300 articles dont je vous ai parlé. Et puis, on peut y ajouter des règles particulières qui sont établies dans des dispositions propres à chacun des contrats. Bon. Et du coup, les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. Mais il faut de toute façon que les règles particulières soient pas contradictoires avec les règles, avec les 300 règles qui sont éditées dans le Code des contrats. Voilà. Bon. Ensuite, article 1106, simplement pour citer pour mémoire, il y a 2 types de contrats. Alors, bon, on a parlé des contrats privés, mais contrats publics, mais au niveau des caractéristiques, il y a le contrat synallagmatique, qui veut dire que il y a des contrats co-contractants qui s'obligent réciproquement les uns avec les autres, et puis il y a le contrat unilatéral, lorsque il y a une partie des co-contractants qui s'oblige envers une autre qui, elle, n'a pas d'engagement. Voilà. Contrat unilatéral, contrat synallagmatique. Bon, ça n'a pas tellement d'importance dans notre étude critique, ça, mais c'est important quand même de bien le savoir pour avoir une notion bien précise et générale du contrat. Alors, maintenant, concernant la valabilité d'un contrat. La valabilité, la valeur, enfin, je ne sais pas comment on dit, un contrat est valable. La validité. La validité. Oui, excusez-moi. La validité du contrat. Et on trouve ça dans l'article 1128. Il faut 3 choses.
il faut le consentement des parties. Alors ensuite, il y a tout un chapitre sur du consentement, hein, où notamment le consentement, c'est il faut que le contrat soit donné sans violence, sans erreur, sans chantage, etc. La deuxième condition, c'est la capacité de contracter des co-contractants. Hein, bon, il faut être majeur, il ne faut pas être incapable, etc., etc. Et puis, troisième condition de la validité du contrat, il faut qu'il ait un contenu licite et certain. Alors, licite, bon, licite, on a déjà parlé un petit peu, hein, on ne peut pas déroger à l'ordre public, on peut avoir des conditions générales, mais qui peuvent être contredites par des conditions particulières, mais ces conditions particulières doivent rentrer dans le cadre des 300 articles du Code de contrat. Voilà, ça c'est licite et certain. Bon, il faut que la rédaction du contrat, on soit bien sûr que ce qu'il dit, en fait, soit clair. Hein. Ça ressemble un petit peu à nos conditions d'analyse critique du droit constitutionnel, c'est-à-dire la clarté et la précision. Bon, ça c'est la validité. Maintenant, les sanctions, c'est-à-dire en cas de non-exécution d'un contrat, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est couvert par les articles 12.17 à 12.31. Alors chaque article, évidemment, il y a des sous-articles, il y a des dizaines de sous-articles. L'article 12.17 du Code civil est très important parce qu'il énonce 5 parades à l'inexécution du contrat. Donc, si on est face à une exécution du contrat, si l'un des co-contractants est face au fait que donc l'autre contractant n'exécute pas ce contrat, il peut, petit 1, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. 2, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation. 3, obtenir une réduction du prix. 4, provoquer la résolution du contrat, donc ça veut dire l'annuler, hein, ça n'est qu'une des 5 possibilités, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Alors, ces sanctions ne sont pas exclusives l'une de l'autre, elles peuvent être cumulées. Voilà. Et quand on parle de demander des réparations et des conséquences, on peut évidemment y ajouter des dommages et intérêts. Voilà. Alors, chose très importante aussi dans le contrat, c'est que compte tenu de ces 5 possibilités qu'on a de faire face à l'inexécution ou la non-exécution partielle d'un contrat, parce que le contrat peut être mis en cause s'il n'est pas exécuté ou s'il est imparfaitement ou partiellement exécuté. Très important. Pas exécuté, imparfaitement ou partiellement. La personne lésée peut intervenir sans agir en justice. C'est-à-dire que ces 5 points, on peut les déclencher soi-même, voilà, sans demander à la justice de le faire. Bon. Les gens ne savent pas forcément. Ils se disent, il y a un problème, je vais au tribunal. Non, on peut agir. Voilà. Après, l'autre, s'il n'est pas content, il saisira le tribunal. Alors, bon, voilà pour l'exposé des faits, je dirais. Alors, je vais quand même regarder ce que disent les gens du Conseil constitutionnel, puisque, je vais dire un peu plus loin, on voit tout de suite que dans la Constitution, la notion de contrat est totalement inconnue. La Constitution ne prononce pas une seule fois le mot contrat. Et donc, j'ai trouvé dans les cahiers du Conseil constitutionnel, numéro 31, dans le cas du dossier Le droit des biens et des obligations, en mars 2011, M. Pierre-Yves Gadoun, qui dit ceci. Alors,
la force contraignante du contrat, alors force contraignante, c'est-à-dire que le contrat, il s'applique de façon vraiment extrêmement sans ambiguïté pour les deux personnes contractées, paraît aujourd'hui, alors il dit aujourd'hui, ça veut dire que le contrat, disons, le traitement du contrat aujourd'hui par l'oligocratie actuelle, et c'est sans doute pas le même que celui qu'il y avait en 1850 du temps de Pierre-Joseph Proudhon, enfin on verra. Bon. Paraît aujourd'hui attaqué par le juge et par la loi. C'est quand même les gars du Conseil constitutionnel qui dit ça. La force contraignante du contrat paraît aujourd'hui attaquée par le juge et par la loi. Le juge, qui devrait être la bouche qui prononce les paroles du contrat, puisque celui-ci tient lieu de loi. C'est écrit dans le Code civil. Le contrat fait loi pour celui qui joue dans la cour du contrat. Or, voici que le juge s'autorise à le modifier par le contrat. Le juge, il modifie le contrat. Il l'ampute ou il le neutralise. Et ça depuis un certain temps, il dit même depuis longtemps, et de manière constante. Alors il cite, il révise les honoraires convenus du mandataire ou du professionnel libéral. Et là, il met un petit 1 et puis il donne tout un tas d'exemples, lorsqu'il les estime excessifs. Donc le juge révise les honoraires du mandataire lorsqu'il les estime excessifs, eu égard au service rendu. C'est-à-dire qu'un contrat, tu as convenu que tu vas vendre ta prestation un tel tarif, et au bout d'un certain temps, le co-contractant peut aller voir le juge et dire j'ai signé, mais enfin, ça me paraît cher, donc monsieur le juge, il faudrait intervenir. Le juge le fait, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il fait d'autre, le juge? Alors, il ampute le contrat de certaines clauses. Voilà. Alors, il donne des exemples. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il reproche à l'un des contractants d'exiger l'exécution du contrat plutôt que d'accepter sa renégociation. C'est-à-dire que lorsque, au bout d'un certain temps d'exécution du contrat, il y a l'un des contractants qui dit moi je voudrais renégocier, et celui qui a l'autre dit non, on a signé, je veux pas négocier. On va voir le juge. Le juge il dit oui, non, je vous condamne parce que vous auriez dû accepter de renégocier. Qu'est-ce qu'il fait d'autre le juge? Avec la permission de la loi, il modifie la clause pénale ou déclare non écrite une clause jugée abusive. Une clause. Il dit cette clause, vous avez le droit de la mettre, ça fait partie des clauses particulières qu'on a vues là dans l'article 11, je ne sais plus combien. Mais là, moi, je la lis aujourd'hui, je trouve qu'elle est abusive. Hein. Donc, je la modifie. Hein. Le juge va modifier. Donc, il va réécrire le contrat, le juge. Et encore, il a. Il peut user. Excuse-moi, Christian. Ça, c'est ce que tu cites là, c'est quoi? C'est un arrêté du Conseil constitutionnel? Non, ça, c'est une dissertation de M. Pierre-Yves Gadoun, hein, qu'il a écrit dans les cahiers du Conseil constitutionnel. Il a réfléchi sur la façon dont la justice met son nez dans les contrats. Voilà. Mais c'est à quelle valeur alors Non, mais ça a valeur de réflexion. Ah, c'est tout, d'accord. C'est tout. Bon. Et ça rentre dans c'est ce que je voulais dire, et je me suis aperçu qu'il y avait un gars, il n'est pas membre du Conseil constitutionnel, hein, mais quoique je ne sais pas qui c'est, Pierre-Yves Gadoun, en tout cas c'est sur le site du Conseil constitutionnel. Alors, bon, bon. Donc, le juge, qu'est-ce qu'il fait encore d'autre? Il use son pouvoir d'interprétation qui débouche souvent sur le forçage du contrat. Voilà, ça c'est petit 11. Alors, il donne des exemples. Hein. À chaque fois, il donne des exemples. Hein. Ou bien, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il découvre des obligations implicites. C'est-à-dire des obligations qui ne sont pas écrites dans le contrat, mais le juge, quand il lit, lui, il en trouve. Là, c'est le petit point 12. Voilà. Et puis, last but not the least, utilisation fréquente
de la rétroactivité de la loi nouvelle qui modifie les effets du contrat en cours. Donc, un contrat qui a été signé à un certain moment en fonction de la loi, si la loi, on dit que la loi n'est pas rétroactive, pas pour les contrats. C'est-à-dire que si ensuite la loi change et que ça a un effet sur ce qui avait été négocié avant, eh ben, on va voir le juge et le juge rectifie tout ça. Alors, bon, voilà, j'en ai terminé avec ce que dit M. Pierre-Yves Gadoun, avec quoi je suis entièrement d'accord. Alors, parce que on peut se poser la question, bon, un contrat, qu'est-ce que c'est? C'est voilà, c'est deux personnes qui entre elles. On sait, et quand on est gamin, qu'on fait des, quand on a 10-12 ans, on crée des entreprises dans un garage, on fait des associations avec une banque, avec des sous dans une boîte à sucre. Bon, si quelqu'un ne respecte pas, il n'y a pas de force coercitive. Là, il y a un principe non écrit dans la Constitution qui veut que l'autorité judiciaire garantisse la bonne exécution des contrats. Bon, sous réserve qu'il ne comporte pas de clauses, etc., etc. Bon, parce que aussi bien dans la Constitution, on ne parle pas du tout du contrat, on parle de la loi, on parle du domaine réglementaire. Hein, et on va voir, je vais terminer là-dessus, que finalement, je crois que c'est l'article 37 de la Constitution qui dit que tout ce qui ne relève pas de la loi relève du domaine réglementaire. Bon, toujours cette formulation savoureuse qu'on connaît bien, n'est-ce pas? Eh bien, on pourrait dire du domaine réglementaire, dont le contrat, dont les contrats, dont les dizaines de milliers ou millions de contrats qui sont négociés tous les jours entre les individus du pays. Parce que le contrat, bien qu'il ne figure pas dans la Constitution, il est présent partout, tout le temps, dans nos actes civils, professionnels, familiaux ou commerciaux. Acheter 1 kilotonne de terre, c'est un contrat chez l'épicier. Alors, on peut s'interroger sur la raison de cette absence, d'une part, ne serait-ce que de caractériser quand même le contrat de façon constitutionnelle, et puis de dire que le contrat, il est, disons, sanctionné par la justice. Parce que la loi, on sait qu'elle est sanctionnée par la justice, le règlement, on sait qu'il est sanctionné par la justice, mais le contrat, on ne sait pas. Même en lisant le Code civil, le chapitre sur le contrat, les 5 parades que je vous ai énumérées tout à l'heure, on dit on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire ça. Bon, mais on ne sait pas à qui il faut s'adresser pour le faire exécuter de force. Donc, pourquoi? Parce qu'on pourrait, on sait bien que le législateur, il a la possibilité de se contenter d'une formulation. Le législateur, disons le rédacteur constitutionnel, aurait eu la possibilité de se contenter d'une formulation vague qui poserait simplement le concept du contrat, et puis mettrait une virgule quelque part et laisserait le soin à la loi d'en différer les contours. Par exemple, là, le contrat peut être complètement libre entre deux personnes, virgule, sous réserve de respecter la loi. Bon, c'est quelque chose qui est pratiqué couramment, on le sait, et on l'a déjà vu à de nombreuses reprises. Mais là, non. Alors, que faut-il en déduire? Ce qu'il faut en déduire que la notion de contrat recèlerait en elle-même un danger potentiel pour la démocratie représentative, c'est-à-dire pour l'oligocratie. Parce qu'en effet, cette notion de contrat, qui est volontairement occultée dans la Constitution, pourrait représenter une alternative à la notion de loi. Il ne faut pas oublier que le Code civil lui-même dit « le contrat, c'est la loi ». Bon. Et ça avait d'ailleurs été proposé, après la Révolution de 1848, par les tenants de l'anarchisme, dont Pierre-Joseph Proudhon en particulier, qui avait dit on va supprimer la loi et on va
organiser les rapports entre les individus dans une collectivité uniquement par le contrat. Dès lors, on comprend mieux la réticence qu'a eu le législateur, c'est-à-dire le rédacteur constitutionnel plus particulièrement, à statutariser le contrat. Et on comprend mieux sa préférence qu'il a eu à le noyer dans le flot des 140 000 lois et règlements qui composent nos 74 codes juridiques. En conclusion, et ce sera ma conclusion, le contrat, il existe, c'est vrai, il est valide, c'est vrai, mais il est inextricablement emmailloté dans la loi. Autant dire que cette latitude est quasi nulle. Une bonne moitié de ces clauses putatives, des clauses qu'on pourrait mettre dans un contrat, étant obligatoires, et l'autre moitié interdite. C'est donc un euphémisme de dire que le contrat est réglementé, que le contrat est réglementé. Il faudrait dire plutôt que le contrat est règlement. Et l'insérer, moi, je pense que de facto, il s'insère dans le domaine réglementaire. Et là, mais c'est pas un domaine réglementaire qui est décrété par le ministre, hein, c'est un domaine réglementaire dans les relations des individus entre eux. Et pour terminer, j'émettrai un souhait, c'est que dans une constitution réellement démocratique, bon, on ne va pas s'étendre sur la définition de qu'est-ce que c'est qu'une constitution réellement démocratique, il conviendrait de redonner toute sa force au contrat en lui rendant l'essentiel de sa liberté. Seule une loi minimale à déterminer de façon claire, précise et cohérente, seule cette loi minimale lui fixant des bornes d'interdiction. À propos du tribunal compétent pour juger d'un contrat, Jean-Charles en a parlé, et puis Luc en a parlé aussi, puisqu'il a... c'est Jean-Charles ou Luc, on marque, on bat d'un contrat, le tribunal compétent, et c'est le... alors, sous réserve de vérification, mais dans les clauses, dans les mentions obligatoires dans un contrat, il n'y a pas d'indiquer quel est le tribunal compétent. On peut toujours mettre ce qu'on veut dans un contrat. Bon, ceci dit, on peut mettre ça relève du tribunal de ceci, cela. Bon, s'il y a un litige et que il y a une partie qui demande à avoir un autre tribunal, voilà, ou qu'on passe à un autre tribunal, comme tu dis, on fait un arbitrage. Bon, l'affaire du tribunal compétent, ça n'est pas figé. Et ça confirme donc ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a un flou quand même sur qui arbitre les contrats. Bon, voilà. C'est pas précisé dans la Constitution, c'est pas précisé dans le Code civil, voilà. Et c'est une mention qui n'est pas obligatoire sur les contrats que les gens mettent comme ça, ils le mettent ou ils le mettent pas. Bon, voilà, on peut avoir notre tribunal. Alors par contre, ils ont beaucoup plus polémiques sont les derniers propos de Luc, polémique de mon point de vue, bien entendu. Lorsque tu dis que tu ne vois pas pourquoi le contrat, ce serait un danger pour l'oligarchie, d'abord, je n'ai pas dit l'oligarchie, j'ai dit l'oligocratie. C'est-à-dire un danger... Non, l'oligocratie, c'est le système de la démocratie représentative. C'est le système où on a donc une minorité de gens qui décident des lois. Voilà, c'est une démocratie représentative. Le danger, c'est que l'oligocratie, la démocratie représentative, c'est un système où on a une minorité de personnes qui fait des lois et des règlements, et que la vocation de ces lois et de ces règlements, c'est d'encadrer toutes les actions de l'individu de la collectivité. Or, le contrat, là-dedans, il est un danger s'il est libre. Bon. C'est-à-dire un contrat libre, un contrat qui serait à côté, on a la loi, le règlement, on va dire les règles coercitives officielles, et puis les règles coercitives que les individus décident de s'appliquer entre eux,
Bon, si le contrat est libre, il est un danger parce qu'il permet en fait une société parallèle de se développer avec les individus interagir entre eux de façon indépendante de ce qui est écrit dans la loi. Alors, lorsque tu dis le contrat est libre, justement, tout mon exposé, c'est de dire que le contrat, il n'est pas libre du tout. C'est que le contrat, il y a une affirmation théorique qu'il est libre, mais en fait, l'oligocratie a réduit le contrat à, disons, sa portion congrue, à savoir que c'est un ectoplasme, c'est un mot, le contrat, mais dans le contrat, on peut, ça a été la conclusion, la moitié des clauses, c'est des clauses obligatoires, et l'autre moitié, c'est des clauses interdites. Bon, donc on peut pratiquement rien mettre dans un contrat qui ne soit pas déjà écrit dans la loi. C'est la réalité, ça. Bon. Donc, voilà, à partir du moment où le contrat il est réduit à ce qu'il est aujourd'hui, c'est plus un danger. Et d'où effectivement la justification qu'on ne parle pas du contrat de la Constitution et que le contrat soit encadré de façon à 99% par ce qui est écrit dans la loi. Le contrat n'existe pratiquement pas. Un contrat de travail, c'est un contrat qui ne peut écrire que ce qui est écrit dans le droit du travail. Bon, voilà. Bon. Alors, maintenant, après, tu as ouvert un autre dossier qui est très différent, qui n'est pas juridique, qui est politique. C'est-à-dire, tu dis, bon, en fait, ce que tu as fait, c'est un réquisitoire contre le contrat. On peut très bien, pourquoi pas. Bon. Réquisitoire contre le contrat, à savoir que le contrat, ça met très rarement des gens en position d'égalité. La plupart des contrats sont négociés entre des parties qui ont des forces différentes. Et donc les contrats, ce sont des chantages, ce sont des instruments de pression, bon, bon, si on rentre dans le début de ton raisonnement, des réunions de pression qui sont libres. Bon, donc c'est pas vrai, ils sont pas libres puisque de toute façon ils sont encadrés par la loi. Bon, et le fait que les co-contractants aient un poids social, un poids financier ou un poids relationnel différent est un autre débat. Il est un débat de société. C'est-à-dire que lorsque on imagine une société qui est régie par le contrat, on imagine effectivement une société dans laquelle les positions dominantes ne peuvent pas exister. Hein, alors on va dire c'est de l'utopie, etc., etc. Bah oui, Proudhon, il dit, hein, c'est utopique. Bon, mais bon, c'est à partir, disons, des idéaux théoriques qu'on peut avancer, et pas simplement en constatant la réalité. Donc, voilà. Alors, le contrat, effectivement, on peut être contre le contrat à ce moment-là, on le raye complètement, ce qui est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le contrat, c'est une espèce de copie carbone, hein, de ce qui est écrit dans la loi. Tu peux rien mettre dans ton contrat que ce qu'il y a dans la loi. Ou alors, on imagine une société où les gens vont pouvoir écrire ce qu'ils veulent dans les contrats, avec bien sûr, bon, et ça a été l'objet de ma conclusion, un socle minimal, hein, qui est ce qui est un petit peu dit dans le Code civil, c'est-à-dire pas déroger à l'ordre public, hein, c'est-à-dire on va dire un peu le droit naturel, hein, bon voilà, hein, pas porter atteinte à la vie d'autrui, hein, bon. Bon ben voilà pour... je vais me recentrer. Bon, tu dis, bon, j'ai noté 3 points, en fait je vais prendre à l'envers. Tu dis qu'on me donne un exemple où il y a des contrats absolus, complètement libres, c'est une illusion, tout ça. Les États-Unis, au début, c'était ça. Bon, donc après, tu aimes pas. Hein, bon, mais ce n'est pas une illusion. Il y a et encore des tas de pays qui fonctionnent avec, moins maintenant, puisqu'on est dans le truc globalisé, mais enfin, des exemples historiques où on a eu des périodes avec le contrat roi
On en a, et je vais t'en donner une précise. Deuxièmement, tu me dis, j'ai pas fait un réquisitoire contre le contrat. Tu n'as pas fait, effectivement, non, tu n'as pas fait un réquisitoire contre le contrat, tu as dit que c'est très bien le contrat actuel. Le contrat actuel, c'est rien. Le contrat actuel, tu peux rien mettre dans un contrat. Tout est déjà écrit par la loi ordinaire. Bon. Évidemment, tu me dis, ça me va très bien. Ça me va très bien. Oui, on est. On fait des centaines de contrats Non, par mais jour. attends. Non, Donc, ce que tu dis n'a juste aucun sens. On ne peut pas laisser passer. Ça n'a juste aucun sens ce que tu viens de dire. Alors, c'est la réalité pure, ce que je dis. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des centaines de contrats qui s'écrivent par jour en France, hein, mais on ne peut, dans les contrats, mettre que très peu de choses de façon libre. Les 90% de ce qui est écrit dans un contrat, c'est des choses qui sont obligatoires. Bon, un contrat de travail, tu peux pas mettre n'importe quoi dans un contrat de travail. Bon, donc, le contrat n'est pas libre. Le contrat, il est bon. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas. Lorsqu'on fait un contrat, on est obligé de mettre certaines obligations et on est obligé de tenir compte de certaines interdictions, et le champ de liberté de ce qu'on va mettre dans un contrat est extrêmement réduit. Alors, qu'on trouve ça très bien, c'est-à-dire que c'est la loi reine et la création individuelle d'une règle entre les personnes qui est limitée à son strict minimum, on peut trouver que c'est très bien. Bon, moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord avec l'analyse, enfin, donc ce qu'en dit Jean-Charles, c'est-à-dire que c'est infantilisant. La loi, elle infantilise à partir du moment où il y a 140 000 lois. À partir du moment où il y a effectivement 100 lois, il y a la loi salique, bon, avec des lois minimales. Bon, à partir du moment où on a 140 000 lois qui réglementent par le menu tous les détails des agissements quotidiens, on est dans une infantilisation totale, ou tu prends un autre mot que tu veux, une réglementarisation totale de nos activités. Tu ne peux pas mettre un pied dehors sans être soumis à ces réglementations. Bon, une société où il n'y a pas ça, mais il y a la liberté de contractualiser, bon, c'est une société effectivement de liberté. C'est une société où les gens sont responsables. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Alors, et on arrive sur le troisième point qui est ce fameux rapport de force, le contrat et le rapport de force. Alors, tu me dis, oui, mais dans un contrat, bon, c'est toujours un fort, un faible, et le fort va imposer les clauses du contrat. Bon. Alors, Jean-Charles dit c'est un paradoxe. Alors, moi, je ne dis pas, c'est une réalité. Il est hors de question de la nier. C'est pas un paradoxe. Le contrat, il traduit la réalité de la société. Il y a un rapport de force. Aujourd'hui, le patron. Alors, je te signale qu'il y a des domaines où ça s'inverse. Je donne ça pour un exemple. Enfin, il y a certaines professions qui manquent disons de cadres, enfin d'employés spécialisés. Et les employés font la loi. Ils disent, moi je viens, mais j'ai 50 cas. Ah ben non, je viens pas. Et là, on me donne 60 cas. Voilà. Bon. On a certaines professions aujourd'hui où c'est l'employé qui fait la loi. Et il va chez qui il veut. Bon. Donc, il y a on prend l'immobilier où le locataire, bon, bah, il faut qu'il passe les fourches codines du bailleur. Il faut un garant, deux garants, trois garants, quatre garants, des salaires, des rentes. Sinon, tu n'arrives pas à louer un appartement. On peut très bien imaginer un système où ça va s'inverser, et où les bailleurs vont chercher des locataires. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez pas louer mon appartement? Bon, alors le contrat, il traduit effectivement, de façon la plus mathématique qui soit, le rapport de force qu'il y a. Le problème, il est politique. C'est-à-dire, comment se fait-il que nous soyons dans une société où il y a des puissants qui imposent, voilà, bon, et que lorsqu'il y a une distorsion extrêmement forte entre les forts et les faibles, évidemment, on va être en train de dire, il ne faut pas qu'il y ait du contrat, il faut qu'il y ait une loi qui encadre tout.
Et à ce moment-là, il faut même qu'il y ait même plus loin, il faut qu'on soit dans un système complètement communiste, socialiste, bureaucratique, où il n'y ait même plus de salariat, que tout le monde soit employé de l'État, avec des normes, que tout le monde ait son salaire, tout le monde le même salaire. Bon, alors, bon, on entre dans des schémas politiques. Voilà. Bon, nous, on était parti sur autre chose, hein, sur qu'est-ce que c'est que juridiquement un contrat et qu'est-ce que ça peut porter comme idée de société. Voilà.